Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1. Après une petite pause quand même bien méritée, on se retrouve pour une nouvelle victoire de Charles Leclerc, ce qui va faire plaisir bien sûr à Alexandre, qui aura tout le loisir de revenir dessus. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé durant ces différents épisodes de la F1 qu'on a manqué tous ensemble? Il y a eu diverses affaires qui se sont passées, il y a des baisses de fiabilité notamment de Red Bull, mais on aura l'occasion d'y revenir, et la remontada de McLaren. Mais en attendant, avant de revenir sur tout ça, messieurs, comment allez-vous depuis notre dernier épisode? Alex? Eh ben, ça va très bien, hein. Ça ne peut que aller. Doublé Ferrari, aussi bien en WEC qu'en F1. Et comme effectivement tu le disais, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast. Il y a eu énormément de changements de podium entre-temps. Et ça fait plaisir, je trouve. D'éviter de voir tout le temps Red Bull et l'hymne, j'ai envie de dire, comme dirait Bottas, Traditions, l'hymne national hollandaise, d'avoir l'hymne anglaise, l'hymne australienne, monégasque, ça fait quand même plaisir. Et le fameux Fratelli d'Italia pour Ferrari. Exactement. Il fallait quand même qu'il pop au bout d'un moment. C'est vrai. Et toi, Yo-Yo, comment ça va depuis maintenant mai? Ouais, moi ça va. Bah, pareil, comme dit Alex, on a des différents victorieux, en tout cas différents vainqueurs en F1, en WEC aussi. Et puis en MotoGP, retour de Marquez, quoi. Ça fait plaisir de voir un grand pilote revenir au sommet. Et puis Ah, il y a du sport en ce moment tout le temps. Les JO paralympiques, il y a eu les JO il y a quelques semaines. La F1, il y a du foot, donc il y a eu on a le le beau départ week-end. de Mbappé au Real. Exactement. Mais Et bon, alors? on a Grand Barcola de présent. Donc, Ouais, c'est bon, il reprend bien le truc. Mais c'est vrai ouais. que aussi, comme tu le soulignais, on aura l'occasion d'y revenir il n'y a pas que la F1 dans la vie, mais Marquez, incroyable, après plus de 1000 jours sans gagner, il revient en plus en Espagne pour remporter une belle course, marquée de plein de rebondissements. Eh ben très bien. Eh ben, sans aucune transition, je vous mets l'image du week-end. Si jamais vous êtes en podcast, on vous conseille d'aller voir le replay sur YouTube. Et pour ceux qui sont en live, vous le voyez maintenant, le fameux selfie de Charles Leclerc après sa victoire hier à Monza, devant des milliers de tifosi qui étaient du coup présents sur la piste lors de l'envahissement de la traditionnelle piste. Et un petit react sur le trophée, l'esthétique du trophée, parce que c'est vrai que celui-là était assez moche, je trouve. Comment vous le trouvez, lui? Est-ce que vous le mettrez dans la vitrine, quoi? C'est un peu ça. Mais c'est Monza, donc oui, mais sinon. De toute façon, j'ai l'impression que les trophées sont tous de plus en plus moches. On veut des trophées soit modernes, soit technologiques, mais qui n'ont quasiment plus aucun sens, quoi. C'est dommage. Peut-être à part celui de Hongrie, en porcelaine, qui est quand même assez Ouais. stylé. Non, toi, Avec toi, ouais, je Alex suis d'accord. Non, bah, ça va de pair avec la combinaison. Moi, j'aimais bien la combinaison full Ah, carbone, mais là, j'avoue, on dirait une espèce de gaufre, voilà, une espèce de petite gaufre, un peu déçu, mais bon, la photo a plus de prestige que, j'ai envie de dire, le trophée, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, il retiendra de bons souvenirs de cette victoire. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on on a fait notre dernier épisode? J'essaie de retrouver mon petit calendrier. Voilà. Donc on s'était quitté sur une victoire de Charles Leclerc, le fameux prince Charles, à Monaco. Et depuis, il y a eu pas mal de grands prix. On a commencé à retrouver pas mal l'hymne hollandais au Canada et en Espagne. On a commencé un peu à flancher un peu des genoux parce qu'on s'est dit, oh là là, encore une saison où on va y avoir 2 victoires pour Ferrari et après, Walou. Mais
dès l'Autriche, on s'est retrouvé avec une victoire de Russell, une belle victoire de Russell devant Piastri et Sainz, et du coup, Red Bull en dehors, du podium. S'ensuit, et là, quel Grand Prix de Grande-Bretagne remporté par Lewis Hamilton, qui du coup, avant son passage à Ferrari l'année prochaine, signe du coup une très belle victoire à Silverstone. Et du coup, on commence à espérer quand on est supporter de Mercedes à cette époque-là. Donc c'était en début juillet. On se dit, wow, retour de Mercedes au premier plan, ça va être incroyable. Qu'est-ce qui se passe en Hongrie? Patatras, victoire de McLaren, qui là va commencer une belle remontada pour revenir au classement des constructeurs et aussi des pilotes, pour menacer Red Bull. Première victoire de Piastri. Alors, on aurait pu faire limite toute une saison sur ce Grand Prix de Hongrie parce que McLaren a laissé un peu Piastri gagner, clairement, a laissé Piastri gagner ce Grand Prix à la place de Norris qui dominait et surdominait le Grand Prix. Je crois qu'il avait même jusqu'à 20 secondes d'avance à un moment. Et ils ont tout laissé pour que Piastri puisse gagner sa première victoire. Il l'a pas non plus fêté comme une première victoire, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à voir les images, il l'avait pas vraiment vécu comme ça. Je crois que c'est ce qu'on appelle le papaya mode chez McLaren. C'est vrai qu'il y a eu ça ce week-end, le fameux déclenchement du papaya mode. Donc c'est quoi? C'est de laisser le petit gagner? Je sais pas, normalement c'était laisser les deux se battre, mais les deux sont étaient tranquilles Ah oui. après. Donc ça veut dire que quand on entend papaya mode à la radio, ça veut dire que let's go, vous pouvez vous enclencher, quoi. Exactement, jusqu'à ce que juste qu'il faut juste les deux voitures rentrent au stand normalement, mais c'est tout. Ok. Bon, on verra si It's elles rentrent. summertime. Ouais, voilà. L'équivalent. Chez Mercedes, l'équivalent c'est It's Summertime. Belgique, victoire de Lewis après la disqualification de Russell pour du coup un poids trop léger de la voiture. Alors oui, ça fait débat parce que c'était vraiment au gramme près, mais ça peut faire vraiment la différence sur un long run en Formule 1, surtout si c'est équilibré, on va dire, sur les pneus. Ça vous permet d'économiser beaucoup de pneus, et c'est notamment le cas, c'est ce qui est arrivé à Russell, où il a fait une grosse économie de pneus sur l'ensemble du Grand Prix. Pays-Bas, et alors là, la victoire d'un orange chez un autre orange. Donc la victoire du orange Norris de chez McLaren devant Verstappen aux Pays-Bas, ça c'est quand même pas mal. Et avec un Charles Leclerc qui du coup faisait 3e en Belgique, 3e aux Pays-Bas et 1er à Monza. Et ça c'est ce qu'on vous disait. Du coup, Grand Prix de Monza ce week-end et victoire de Leclerc devant Piastri et Norris. Donc là depuis un petit moment, on voit quand même, à chaque fois, il y a au moins un pilote de chez McLaren sur le podium. Est-ce qu'on peut parler du retour en force de McLaren, messieurs? Et est-ce que vous sentez que ça va faire le coup d'aller chercher Red Bull avant la fin de la saison? Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Ou est-ce que tu vois un retour de Ferrari, hein? Tu peux partir dans la science-fiction, si tu veux. Tout à fait. Non, effectivement, c'est ce qu'on s'en disait un petit peu tous les trois avant. On voit la nette progression de McLaren et même Mercedes, hein, j'ai envie de le dire, ils sont derrière, certes un peu plus loin, mais c'est quand même hyper intéressant de voir la remontée au fur et à mesure des circuits et des grands prix qu'on a. McLaren, je regardais les points justement en termes de constructeurs, ils sont qu'à 8 points de Red Bull, 446 Red Bull, 438 McLaren et Ferrari 407, donc vraiment rien n'est joué, d'autant plus que là, Verstappen avait fini, je crois que c'était 6e à Monza. Tout est possible, j'ai envie de dire. Quand on voit que là, en fait, depuis que Newey a annoncé qu'il allait partir, il n'est plus invité aux discussions. Et donc, bizarrement, c'est pas la même. Donc, comme quoi, il y avait un côté positif à ce que Newey participe, j'ai envie de dire. Mais bon, ce ne sera pas terminé pour autant pour Red Bull. Mais ça fait plaisir de voir McLaren
qui plus est en plus avec les premières victoires cette année de Norris, première victoire de Piastri, 2 fois en plus Norris. Et tu as oublié de le mentionner, mais je pense que c'est intéressant de le mettre, c'est en Hollande, je crois que c'était 19 secondes ou même quelques d'avance, ce qui est énorme, et même Verstappen et Leclerc ne comprenaient pas à quel point le grip McLaren était présent. Donc je pense que c'est stratosphérique leur avance. Et moi, ce qui serait intéressant, c'est que comme l'année prochaine, on garde encore les mêmes voitures, les mêmes monoplaces avant de les changer pour 2026, bah, quid de McLaren en 2025? Ça va être hyper intéressant. Euh, donc, à surveiller, j'ai envie de dire, d'ici les 2 prochains Grands Prix. Même si, bien évidemment, Bakou, c'est pour Leclerc. Et voilà. Ok, on prend note. Hein. On n'a pas encore commencé les pronos, mais on prend note. Et c'était 22 secondes d'avance pour Lando Norris sur Max Verstappen en Hollande, comme tu le précisais. Toi, Yo-Yo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois, on va dire, McLaren et Red Bull se battre, ou est-ce que tu vois l'arrivée potentielle de Ferrari dans le lot? Alors moi, je pense qu'on aurait Ferrari et McLaren qui vont jouer les avant-postes. Quand tu regardes ta petite photo, là, en tout cas le petit classement qu'on voit défiler, tu vois toutes les têtes de ces écuries, sauf un, Pérez. Ouais, Et ouais, quand tu fais le calcul, le nombre de points que Pérez fait perdre à Red Bull, et le nombre de points que chacun fait gagner, parce que là, on voit le podium sur les 3 premiers, mais généralement c'est 3, 4, 5, 6. Et t'as Pérez qui est au chou, qui est sixième une fois de temps en temps, mais sinon c'est 7, 8. On le voit en difficulté, même des fois face à des Alpines qui jouent les 8e ou 9e positions, face à des Tsunoda, des pilotes qui se battent quand ils sont en midfield. Donc j'ai envie de te dire que ça commence à peser dans la balance. ouais, c'est vrai, on aura l'occasion d'y revenir, mais comme tu le soulignais, Pérez 7e du classement pilote, quand ton coéquipier est premier, ça fait quand même une sacrée différence. Et tu vois qu'il a 303 points, Verstappen, donc si Pérez fait deuxième, fait dans l'idéal deuxième à chaque course, il serait loin devant, on n'en serait pas là. On a envie de dire comme les saisons précédentes, limite. Et regarde, tu prends Russell peut finir devant Pérez à la fin de la saison, moi ça me choquerait pas qu'il y ait un Russell. De toute façon, Russell, s'il fait pas DNF à la course où il est suspendu, où il finit premier, et devant Pérez. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais, tu fais bien de le souligner. Mais du coup, ça va enchaîner sur pas mal de questions qu'on va devoir se poser. On aura l'occasion de revenir à l'intersaison, un peu ce qui s'est passé dans les transferts et les discussions pour l'année 2025, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. En plus, il y a eu un changement un peu de dernière minute où Sargent a été out pour la plus grande joie des supporters de Williams, parce que Colapinto, qui l'a remplacé, du coup fait le taf. Hein. Il est quand même passé de 18e à 12e lors du Grand Prix de Monza, ce qui est pas rien quand même. Il faut le faire avec une Williams. Donc ça laisse présager quand même du bon tout ça. Ok, messieurs. Donc si on revient un peu sur le classement de ce qui s'est passé à Monza. Donc Leclerc premier, Piastri deuxième, Norris troisième, Carlos Sainz quatrième, Lewis Hamilton cinquième, Verstappen 6e. Bon, c'était pas vraiment une contre-perf quand on voit sa pole position, enfin la qualification, pardon. Mais par contre, c'est une contre-perf dans tout ce qu'on pense de la logique de Red Bull, notamment depuis 2 ans. Russell 7e, Perez 8e, Albon pour Williams, il faut le souligner, 9e, et Magnussen 10e. Encore du grand Kevin Magnussen durant ce Grand Prix qui a un peu tassé les gens, qui a perdu des points sur sa super licence driver et qui du coup sera suspendu pour le Grand Prix de Bakou. Et d'ailleurs, on prendra le petit prono pour vous qui va le remplacer. Ça n'a pas été encore communiqué, je crois, non? non. Ok, bon, on aura l'occasion d'y revenir dessus. Donc, pour le petit kiff, on se remet le petit selfie de Charles Leclerc. Comme ça, je suis sûr que Alex l'encadrera au-dessus de son lit. Ouais. Tu pourras en faire un poster. Hein.
Alors après, dans les toilettes, tu pourrais mettre peut-être Ah, un selfie de la victoire de Pérez, peut-être. bah, je suis sur mon trône, donc voilà, ce Ah sera oui. Ferrari bientôt, quoi. Ah donc, du coup, ça sera peut-être Lewis en tenue. Non, non, toujours pas. Toujours pas. Oh là là. Non, mais j'encadrerai la photo de Leclerc, Vasseur et Hamilton en apôtre, cette fameuse image Ah oui, cette famille. Ah, qu'on voit elle est pas partout. mal celle-là. J'aime bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé aussi d'autre à Monza? Alors, à Monza, il y avait de la F2. Euh, Pas de points marqués sur tout le week-end pour Adjar. Par contre, on en parle de cette magnifique course principale du fameux Bortoleto. Porto. Parce que là, il est quand même parti dernier et il a fini premier, si c'est bien ça. Ouais. Vous avez vu la course, messieurs? Moi, j'ai vu la Yes. deuxième partie, moi. Ah, c'était juste incroyable. Bah, il a profité d'une safety car pour passer premier, s'arrêter quand il fallait, et après, Bortoleto a trouvé un rythme. Alors là, ça a été sorti de nulle part. Ça a été exceptionnel. Mais effectivement, c'est le rêve. Bah, c'est ce qu'avait fait Leclerc quand il était en F2. 22 de dernier à premier, mais c'était lors du dernier Grand Prix. Et c'est juste une perf extraordinaire que tout pilote de F1 aimerait faire. À l'époque où Sergio Pérez aussi l'avait fait, d'ailleurs, au Qatar, quand il était chez Force India. Euh, mais euh, mais c'était une course complètement dingue. Alors, ceux qui avaient parié pour Bortoleto Ouais. premier, mais alors là, Ah, faut aller le tenter, hein. fallait tenter. Mais il est quand même deuxième, mine de rien, au classement. Donc, Adjar bon, va pas forcément récolter des bons points ce week-end. Mais c'était une perf Bah incroyable. après, tu fais bien de le souligner parce que là, on en parlera pendant les transferts, mais du coup, il reste plus beaucoup de baquets pour la saison prochaine. Et donc, quid du champion de F2? On rappelle que le champion de F2 ne peut plus revenir en F2 la saison d'après. Il est obligé d'aller trouver une place ailleurs. Par exemple, Pourchère qui navigue entre un peu d'Indy, un peu de Super Formula, etc., etc. Bah là, est-ce que ça vaut le coup de terminer premier de la F2? C'est ce qu'on va poser comme question parce que on voit que ceux qui sont sûrs d'aller en F1, comme Antonelli chez Mercedes ou Biermann chez As, bah du coup, eux, ils ont aucun truc à aller chercher aujourd'hui au classement des pilotes. Même Biermann, il a un petit peu de points en F1, un petit peu de points en F2. Enfin, il est large. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, notamment dans de prochains épisodes, parce que ça va être la guerre pour être premier. C'est un peu la guerre pour aller au prestige. Mais si on n'est pas sûr d'avoir un baquet pour la saison d'après, c'est quand même embêtant. Ouais, après, ça dépend chez qui t'es, c'est dans quelle académie t'es, tu vois. Si t'es chez Red Bull, tu peux dire, alors certes, j'ai pas une place en F1, mais on peut quasiment caser partout. C'est Parce vrai. que t'auras toujours une franchise en Super Formula qui va performer. T'auras des écuries qui sont rattachées à Red Bull en Formula I. T'en auras aussi qui seront rattachés aussi en endurance. Donc, tu sais que c'est sponsorisé, même si t'es pas pilote officiel chez Red Bull. Mais par exemple, Buemi, c'est exemple parfait. Il est pilote essayeur pour Red Bull. Il fait du WEC, il fait de la Formula I. Certes, sa priorité, ça va être de tester la voiture tous les week-ends pour Red Bull. Mais derrière, Toto Helmut, il trouve toujours une petite place pour le mettre quelque part. Et puis, comme il Ouais. disait dans son interview aussi, truc qui est intéressant, c'est que une fois que Helmut il veut plus de toi, il fait en sorte de te mettre, d'utiliser comme remplaçant sur une course support que personne ne regarde. Il t'éradique avec un grand pilote. C'est pour ça que t'as pas le niveau. Ouais, c'est quand même assez Et drastique. par contre, pour Cher, et comme on rigolait, mais pour Cher l'année dernière, enfin il y a 2 ans, son sponsor principal c'est Intermarché. Donc c'est vrai qu'il a pas de budget, il est pas reconnu dans une grande académie. Il avait pas de budget, son budget était limité en F2. Donc c'est vrai que là, quand t'as pas de budget, quand on regarde un Perez, s'il est chez Red Bull encore à l'heure actuelle, c'est que l'argent, quoi. C'est Ouais, ce que c'est c'est à sûr. dire, mais aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est l'argent plutôt que le pilotage. Mais est-ce que ça va pas commencer à ne plus suffire, tout ça?
entre l'argent et ce que peut rapporter aussi un pilote potentiellement en merch ou en victoire. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, pour, euh, pour Red Bull de surenchérir tout le temps sur un Pérez et potentiellement dans le futur sur un Hadjar ou même dans les autres pilotes parce qu'ils ont quand même pas mal de pilotes en Driver Academy. Donc, Mais après, ça dépend du comment tu le vois. Tu vois, comme je disais, tu vois, en Super Formula, c'est la catégorie reine en Asie. Donc, forcément, même si t'es pas mis en avant en France, ou en Europe en tout cas, en Asie, tu vas vendre pas mal de merch. Et je pense qu'encore plus qu'ils sont encore plus fans que les pilotes ici. Mm. Donc, c'est rentable pour eux. Moi, c'était l'équivalent du DTM, quoi. Quand tu portes un Exactement, c'est ça, DTM, ouais. en Allemagne, c'est une institution, c'est fou. Et en plus, ça coûte rien. Mais t'achètes tellement de merch qu'en fait, c'est bien rentable. Mais C'est là, bien c'est limite, tu rentable. vois, je l'ai vu là en GT Open à Spa, d'ailleurs, cette semaine, il était présent chez Mercedes. Mais tu vois, tu l'oublies, quoi. C'est C'est triste, ouais. ça. mais ouais, Bah, Alors c'est que pourtant, c'est des super pilotes, quoi. sa fameuse exactement. question à quoi sert un pilote s'il ne le court pas, quoi. Il Donc, va chez Alpine après en WEC, enfin, ça bouge, quoi. Euh, Après, il ouais. faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, les consommateurs de F1 d'aujourd'hui commencent à changer. Alors Mm. certes, il y a une autre génération à nous, la génération de nos parents, mais maintenant, t'as les enfants ou les adolescents qui consomment plus du Netflix, où tu mets en avant un pilote parce qu'il est payant. Tu as une image qui est différente de la F1 quand tu regardes Drive to Survive que quand tu regardes la saison complète à l'heure actuelle. Complètement. Alors, ça, c'est sûr. C'est sûr que quand tu regardes Drive to Survive, t'en as qui sont bien bankable devant la caméra. Bah, alors, t'en as d'autres. C'est pour ça que, franchement, moi, mon rêve, ça aurait été que on voit Kimi pendant plusieurs saisons de Drive to Survive, tu vois. Genre, Kimi, il n'aurait pas décoché un mot en interview et ça aurait été, mais incroyable. Et clairement, après un exemple avec Stroll, hein, je pense qu'on a tous l'exemple avec Stroll. Oui, Stroll, ça. catastrophique et pourtant pas mal d'argent. Donc, il est là. Bon, en tout cas, on aura, je pense, l'occasion de revenir à la F2 avant la fin de la saison. Mais Ouais. ça va être intéressant de suivre tout ça, sachant que bah, il y a toujours Victor Martins qui concourt, il y a Adjar en français aussi. Donc ça va être intéressant de voir où il termine dans le classement. D'ailleurs, il va rester 3 Grands Prix pour la F2. Il y aura Bakou en même temps que la Formule 1, le Qatar et toujours finir par Yas Marina, du coup le 6-8 décembre. Maintenant sur la Formule 3, ça y est, on a notre champion. C'est Fornaroli qui a gagné le titre devant Gabriel Emini au terme d'un Grand Prix de Monza assez haletant où ça s'est joué, je crois, dans les tout derniers tours parce qu'il y avait pile 23 points d'écart entre deux et qu'il a réussi à le dépasser, enfin à dépasser plusieurs pilotes et à remonter jusqu'à la première place pour gagner les 20 points. C'est ça? Ou j'ai bien Ouais, Oui, c'est résumé? il est ça, ouais. dépassé dans le dernier virage, ouais, Ouais. exactement, Ce qui est pour quand la même troisième incroyable, place. hein. Et d'ailleurs, petit big up parce que c'est un Français, Megatonif, Merci. qui a gagné la course du coup de F3. Ouais. Alors j'aimerais juste expliquer s'il y a des gens qui découvrent ce que c'est F1, F2, F3, pourquoi la F3 c'est déjà terminé alors que la F2, F1 c'est pas encore fini. Alors juste pour expliquer, ben, la F3 c'est une formule qui est régionale. Donc il y a plusieurs types de F3. Il y a F3 asiatique, il y a F3, ben, nous c'est F3 européenne qu'on suit, mais F3 aussi en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et donc c'est pas quelque chose qui est international, quoi. C'est-à-dire que là on va faire que les circuits européens. En Asie on va faire que les circuits asiatiques. Et pareil aux États-Unis c'est que des circuits américains. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, la F3, il y a moins de, il y a moins de courses dans le championnat. Ouais, c'était important de Merci pour cette le précision. préciser. Bah merci Yo-Yo pour la précision. Et bah du coup on se retrouvera l'année prochaine pour la F3. Maintenant, en attendant aussi de découvrir peut-être des jeunes pilotes, parce que c'est aussi ça, la F3, c'est de découvrir des jeunes pilotes qui vont monter ensuite dans les catégories supérieures, ou alors aller dans d'autres disciplines. Mais c'est toujours intéressant de les suivre et on va découvrir d'autres jeunes l'année prochaine, le futur peut-être de la F1. Pour finir, les autres catégories dans la famille Formula,
il y a eu la Formule 1 Academy depuis qu'on s'était parlé. Et notamment, il y avait eu le Grand Prix de Barcelone et le Grand Prix des Pays-Bas. Et du coup, le duel au sommet entre Amy Pouling et Dorian Pain, donc notre chère française qui a 119 points pour l'instant deuxième du classement. Donc là, il reste 3 courses, enfin 3 grands prix avec 2 courses à l'intérieur. Donc ça nous en fait 6 à Singapour, au Qatar et à Yas Marina. Donc on espère que Dorian Pain va pouvoir grimper encore, grappiller quelques points à Amy Pouling pour aller décrocher le titre, ce qui serait formidable. Et potentiellement la retrouver soit dans une autre catégorie, soit en driver race dans d'autres écuries, sachant qu'elle est quand même bien soutenue par Mercedes, la famille Mercedes. Donc c'est ultra cool. Peut-être qu'on la verra un jour faire des essais en Formule 1. Et ça serait incroyable. Voilà, messieurs. Du coup, pour en revenir à Monza et à notre cher Formule 1, je vais vous demander quels sont pour vous vos tops et vos flops de ce Grand Prix, de ce week-end. Donc là, on parle bien de ce week-end. Pour vous, si vous avez, allez, on va dire 2 tops et 2 flops, comme ça on fera assez court. Quels sont-ils? Yo-yo. Top, alors moi je mettrais Ferrari, et pas que Leclerc, mais Ferrari dans sa globalité. Stratégie maîtrisée, ceux qui ont dominé la stratégie. Alors certes, je pense qu'ils auraient fait la même chose avec Sainz, il y a eu un petit doublé Ferrari. Je pense ils l'ont fait rentrer un peu trop tôt. Et on voit qu'il y a un échange avec le pilote. On prend aujourd'hui en compte l'avis du pilote beaucoup plus qu'avant. Les pilotes râlent moins. La stratégie, elle est maîtrisée. La voiture est meilleure aussi. Plus d'erreurs au pit stop, alors que toutes les autres écuries ont fait des erreurs ce week-end. Qualification n'est pas trop mal. Alors certes, on n'est pas forcément aux avant-postes à chaque fois, mais ça va de mieux en mieux chez Ferrari. Et donc ça, je mets un grand plus 1. La seule chose qui manque, c'est le petit tour qui fait le meilleur tour en course, le truc qui fait la différence avec le meilleur tour en course. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison, on est clairement sur un Ferrari au top. La maîtrise de Vasseur, quoi. Exactement, c'est ça. En plus, est-ce que ça te fait pas plaisir un peu, Alex, de voir que Vasseur a gagné Monza devant Mattia Binotto qui était dans le paddock Ouais, chez Kik. tout à fait. Ça t'émeut un peu quand même. Je pense que c'était assez violent. Enfin, c'est violent. C'est triste. Mais Mattia Binotto qui est en Italie, ça fait tellement, je pense, mal de voir qu'en fait, Vasseur a fait du bien. Et qui plus est, même pour l'interne, pour Leclerc de gagner 2 fois dans cette année à Monaco. Et, bon, Monaco, c'était quand même un peu ennuyeux, on ne peut pas se le mentir, on l'avait évoqué. Et en plus, à Monza, c'est vraiment le prestige. Et c'est incroyable. C'est le Messi. Est-ce que Vasseur aura sa statue à Maranello? Je pense qu'il sera toujours le bienvenu, je pense, dans la famille Ferrari. Oui. Il faut trouver un montage sur Vasseur. Ouais. Est-ce que tu as un autre top, Yo? Alors moi, je vais te faire plaisir. Pour moi, le deuxième top, c'est Williams. Ah. Franchement, très bon move de recruter Colapinto à place de Sargent. Albon fait une belle course. Colapinto aussi, hier, il a fait une Van Stroll. Il a fait une belle course. Pas d'erreur. Les relais étaient bien maîtrisés. Un bon rythme pour un rookie. Clairement, je valide. Ce serait bien qu'on le revoie, en tout cas, au-delà de cette saison, si possible. Ah, franchement, moi aussi, il m'a étonnamment surpris. Je m'attendais pas à grand-chose. Du coup, j'ai été ravi de voir qu'il a réussi, comme tu le dis, à avoir du rythme. Et c'est vrai que quand tu compares même, tu vois, à d'autres noms qui sont là depuis quelques années, il a réussi à leur tenir tête et à, comme tu le dis, pas faire de conneries parce que on sait qu'à Monza, tu peux vite te sortir, notamment dans la grande parabolique. Si t'es pas habitué à avoir de la puissance sur le coup de ce que représente une F1, tu peux vite te sortir.
On a vu d'ailleurs On a très bien vu ouais, avec notre cher rookie de Mercedes ce qui va arriver. c'est ce que j'allais dire, oui, Antonelli qui s'est sorti Ouais. au bout de combien de tours? Au bout de 3 minutes. 3 minutes? 3 minutes d'essai et il se crache. Ouais. Et bon, après, il y a même eu la safety car qui s'est crashée. Et ça, c'est quand même toujours drôle de voir la safety car se cracher. Tant qu'il n'y a pas de blessés, c'est toujours drôle de les voir se cracher avec un nom comme safety car. Euh, cool. Alors, du coup, sur les flops, est-ce que toi, tu as des flops à nous partager? Alors moi, en flop, j'ai envie de dire Pirelli. C'est bête, mais alors certes, Faya a réussi à maîtriser les pneus, mais quand tu regardes la dégradation des pneus, c'est fou que des pneus durs soient moins performants, en tout cas durent moins longtemps, que des pneus médiums. Et donc là, très bien pour Ferrari qui a su maîtriser qui a bien joué le jeu, mais ça peut être ultra dangereux en vrai. Des pneus tu dis, bon bah mes pneus durs tiennent, je vais faire des plus longs relais. Le pneu peut exploser comme ce qu'on a pu voir par le passé. La pression, forcément, tu adaptes une pression. Au final, c'est pas forcément la meilleure vu que le pneu ne tient pas. Et la gomme qui fait du blistering au bout de quelques tours, c'est pas normal aussi. Donc, Tu peux, Pirelli. pour nos chers auditeurs, tu peux peut-être rappeler le blistering, l'effet que ça fait. Alors, le blistering, donc là, l'effet que ça fait, donc là, ce qu'on a pu voir, c'est des petits dépôts qui étaient sur les voitures. Donc, Ferrari, donc, comme l'a fait Leclerc, il a pu nettoyer son pneu au bout de plusieurs tours. Mais c'est vrai que tant que c'est présent, c'est assez gênant. La balance de la voiture change un peu, l'adhérence n'est plus la même. Et c'est assez désagréable pour le pilote quand il conduit, quand il pilote aussi. Bah, il y a un pilote qui râlait pas mal, donc un grand champion de Formule 1 dont je vais pas citer le nom. Mais clairement, Verstappen n'a pas supporté quoi. Il disait que sa voiture était incontrôlable. Ce qui est une des causes. Certes, il n'y a pas que ça, mais c'est une des causes aussi. Après, ça fait quand même plusieurs week-ends où il dit que sa voiture est incontrôlable. D'ailleurs, on vous rappelait ce qui s'était passé depuis notamment Monaco. Et depuis Monaco, il y a eu aussi un fait où la FIA a demandé à Red Bull de supprimer une pièce qui était un peu tendancieuse parce que du coup, elle les avantageait beaucoup et elle n'était pas forcément autorisée. Et depuis, il contre-perf. Donc, est-ce qu'on peut trouver une incidence de cause à effet? Et comme tu le disais, Alex aussi, Newey, du coup, le fameux ingénieur de la F1, qui est un peu mis à l'écart depuis qu'il a dit qu'il arrêtait, enfin qu'il arrêtait avec Red Bull. On ne sait pas s'il va aller dans une autre écurie, mais c'est quand même curieux de voir tout ça qui se passe en ce moment chez Red Bull. Donc Pirelli en flop, yo-yo. Ok, je note. T'as un autre flop pour ce week-end? Ouais, et ça va peut-être vous choquer, mais pour moi, c'est McLaren le deuxième flop sur ce week-end. Ah, dis-nous Incapable pourquoi. de prendre une décision stratégique, tu as deux pilotes qui sont aux avant-postes, tu fais la même stratégie pour les deux. Tu leur dis tu sors un papaya mode alors que les deux pilotes se sont battus au départ, limite en train de se toucher. Tu peux aussi te dire que tu favorises Norris qui peut être mieux classé qui est mieux classé en tout cas, et qui peut être potentiellement champion à la fin de la saison si notre cher Verstappen fait des erreurs ou que la Red Bull est plus a des problèmes mécaniques. Donc je pense qu'aujourd'hui, McLaren, ils veulent rester neutres, ne pas avoir des problèmes de riches, comme on pourrait dire. Mais au final, je pense que ça leur dessert plus qu'autre chose à l'heure actuelle. Ouais, je vois ce que tu vas dire. Bah, j'ai une question pour toi. Et c'est une question que j'ai vu revenir pas mal de fois. C'est est-ce que c'est pas aussi l'effet Weber? Donc Marc Weber, un ancien pilote de Formule 1, et on va dire le manager de Piastri. Est-ce que c'est pas Weber qui fait pression, comme il a fait pression chez Alpine à un moment, où du coup il a dit que Oscar Piastri devrait prendre la place d'un des deux pilotes, et c'est pour ça que notamment il est parti de chez Alpine pour aller chez McLaren. Est-ce que tu penses que Weber fait pas pression sur Zach Brown, donc le patron de McLaren, pour qu'il n'y ait pas en fait de numéro 2 ou de numéro un? Je pense que oui. Après, c'est vu son expérience aussi. Quand Weber il était avec Vettel et après il est très cher. Comment il s'appelle? Il est très cher. Bah, il y a eu Verstappen. Verstappen, ouais, juste après. Exactement. C'est clair que lui, il a pas eu de chance au niveau de sa carrière. Mais je pense qu'il y a un moment où si tu veux être champion, ou tu veux avoir un champion en tout cas dans ton équipe, il faut faire un choix. On a toujours vu des numéros un, des numéros 2. Le seul moment où ça a fonctionné,
C'était l'époque Mercedes avec Rosberg et Hamilton, où les deux se sont battus et pouvaient être champions. Donc là, on les a laissés se battre entre eux. Mais sinon, on a toujours vu que ça coûtait cher en points. On a pu voir avec Ferrari qui perd le titre avec Vettel quand les deux Ferrari se sortent. Mm. Euh, on a pu voir encore chez Ferrari Barrichello, Schumacher, que quand il y avait des consignes qui étaient passées, Schumacher n'était pas content. Je pense qu'on se souvient tous de l'épisode Indianapolis où il ne laisse pas passer. C'était à la limite. Euh, pour moi, clairement, il y a un moment, il faut choisir le numéro 1. Ok. Et du coup, logiquement, on se dirait que c'est Norris, surtout qu'il a un extra contract avec McLaren, donc c'est-à-dire qu'il a prolongé pour plusieurs années. Est-ce que vous pensez que Norris peut briser cet extra contract et ce contrat long terme pour partir? Parce que là, on l'a vu à Monza, il était vraiment frustré de ne pas avoir eu de consigne d'équipe, surtout qu'il n'était pas non plus loin, il était à quelques secondes de Piastri et que Piastri n'arrivait pas à revenir sur Leclerc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, je vous entends tous les deux dessus, Yo-Yo. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Norris est un peu en train de flancher? Alors, je pense qu'il peut pas flancher parce que, on en parlera plus tard, mais niveau mercato, à l'heure actuelle, c'est tellement trop, trop clair pour les prochaines années, les années à venir que il pourra prendre la place de personne quasiment. Par contre, oui, il y a un moment où si la saison prochaine, Piastri se retrouve leader, il fera pas de cadeau, ça c'est sûr. Je pense que c'est de ce côté-là où il se souviendra. Ok. Et toi, Alex, t'en penses quoi? Est-ce que Norris va, va se braquer et du coup faire un peu de la merde ou est-ce que Piastri est en bonne voie pour aller choper une place de numéro un? Moi, je pense effectivement qu'à terme, ce sera Piastri. Pourquoi? Norris, il fera un peu comme Sainz, dès qu'il aura l'opportunité d'aller ailleurs. Enfin, tous les grands pilotes rêvent d'aller soit chez Ferrari, soit maintenant, enfin, le Graal aussi, c'est Red Bull parce qu'ils sont placés, etc. Même si Red Bull, c'est différent de Ferrari, ils sont beaucoup plus stricts et sévères, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais tu vois, c'est le prestige. Norris, il est très bon comme pilote, il est attaché à McLaren, il n'y a aucun doute, mais je pense que il commence à se dire, ok, on arrive à faire quelque chose. Là, cette année, c'est quelque chose. Et je pense que l'année prochaine sera décisive pour savoir s'il a misé sur le bon cheval, notamment 2026, parce qu'on sait que McLaren, une chance sur deux que la voiture est pas exceptionnelle à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison. On peut parler du cas de Alonso à l'époque. Euh, et moi, je pense qu'à terme, il pourra finir chez pourquoi pas même Mercedes ou Ferrari, j'ai envie de dire, parce que c'est plutôt des profils seniors Ferrari, même si Leclerc était plutôt jeune, et Hamilton, qui sait, un jour il partira. Mais je me dis que McLaren mise beaucoup sur les profils jeunes. On voit que l'année prochaine, il y a beaucoup de nouveautés. Je ne sais pas si ça conviendra à Norris, surtout qu'en fait, quand tu regardes les temps, moi c'est intéressant, Piastri, en qualif, il est à 0,05 de Norris. Il est très bon en qualification aussi, Piastri. C'est pas. Voilà. À Monza, il avait un très bon rythme. Ouais, je pense que s'il y a un move qui doit être fait, ça ne doit pas être trop tard pour Norris. Ok. Pour que Piastri, je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est de passer numéro 1 pour montrer à tout le monde, bah voilà, j'avais deux choix, j'ai été hyper critiqué, aujourd'hui je fais mes preuves chez McLaren, mine de rien, ça marche très bien, il fait le taf, il faut le dire, comparé à Perez. Euh, et je pense que Piastri, il a la rage de vaincre. C'est un Australien, faut pas l'oublier aussi, voilà, les années de Ricardo. Mais donc bon, Ouais, à mais, voir. en tout cas, moi, je te rejoins grandement, Yo-Yo, sur le côté négatif, enfin le point loser, on va dire, de ce week-end, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, il faut avoir des consignes d'équipe très claires. Et ça faisait partie de mon flop aussi, mais d'ailleurs, petite question sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est aussi le manque de prise de décision de McLaren est dû à un manque au fur et à mesure des années d'être devant? C'est-à-dire qu'ils ont tellement plus l'habitude de dominer on va dire les grands prix, etc., qu'en gros, ça devient dur de prendre des décisions fortes, engagées, parce que sinon, en fait, tu vas te faire critiquer, que si tu contre-perfs le week-end d'après, bah, en gros, tu es dans le viseur. Là où, on le sait très bien, des Toto Wolff ou Christian Horner, ou même Vasseur, s'il le faut, ils vont prendre les décisions.
à instant T et toute l'écurie va suivre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yo, sur ça? Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Quand tu regardes, Alex pourrait très bien te le dire, mais chez Ferrari, quand tu as un Binotto, c'était pas ça, quoi. Il n'y a aucune décision qui était prise. Tu subissais. Et tu vois, je pense que Binotto, ben, lui était déjà chez Ferrari à l'époque où ça allait déjà mal. Donc, dès que tu reviens au devant de la scène, tu as quand même peur de prendre des décisions et tu subis plus la chose que les autres. Pareil chez Mercedes, tu regardes, à l'heure actuelle, ils font pas la stratégie. Ils subissent la stratégie des autres. Et Red Bull commence à perdre pied aussi. Avant, ils auraient fait la stratégie. Et à l'heure actuelle, ben, Verstappen est tout seul, de toute façon. Verstappen est seul face à deux pilotes à chaque fois. Donc c'est plus compliqué de faire une stratégie. Mais ils prennent aucun risque. C'est tu fais ta course, on prend chez Red Bull, on parle même pas du plan A, plan B, plan C. Si tu fais ta course, on s'arrête à ce moment-là, ça a été décidé, on va rien faire d'autre. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on entend beaucoup plus de communication dans les radios des pilotes McLaren que dans les autres pilotes. Enfin, je sais pas si vous écoutez souvent les radios, mais j'ai l'impression que Norris et Piastri ils discutent beaucoup avec les ingénieurs, Hmm. là où même un Leclerc, c'est juste plan A, plan B, plan C, et puis on sait où ça va, quoi. Exactement, ouais. Ok, bah du coup, merci Yo pour ces tops et ces flops. Toi, Alex, si tu avais un top, et je pense que tu vas citer Ferrari dedans, et si tu as du coup deux tops et deux flops, qu'est-ce que tu mettrais toi pour ce week-end? Bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais effectivement, en top, comme tu le disais, Yo-Yo Ferrari, je pense que c'était assez couillu, et même Piastri l'avait dit, de faire un arrêt. Et j'ai envie de dire Ferrari, mais je veux aussi remercier Sainz, parce que tenir à Monza, Piastri, c'est quand même balèze. Et je regardais un peu les replays, je regardais les replays rapides de la course. Quand tu voyais Verstappen contre Ferrari côte à côte, elle avait une vitesse de pointe Ferrari qui me fait de nouveau aimer les nouvelles monoplaces. Alors, je ne dis pas que j'aimais pas, mais à l'époque, c'était vraiment tout était misé sur la monoplace. Tu n'avais pas la gestion des pneus, machin. C'était purement la vitesse, purement le pilotage. Aujourd'hui, tu as tellement de boutons, etc. à gérer sur la monoplace que c'est compliqué. Mais quand tu vois qu'en fait, les vitesses de pointe, c'était quasiment Ferrari en qualif ou autre, ça fait plaisir parce que c'est vraiment Monza, le temple de la vitesse. Je pense que tout le monde était hyper content de voir que bah, ça tenait face à des Red Bull qui, on a toujours vécu ça, étaient implacables sur de la vitesse, McLaren compris. Et donc c'est vraiment sans faute de la part de Ferrari et de Sainz pour la défense parce que c'est quand même assez compliqué de tenir une McLaren. Et ça a vraiment joué à la fin dans les derniers tours où en fait bah, Piastri gagnait entre 1 seconde 5 et 2 secondes par tour. Et je voyais les secondes se défiler. Je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas tenir. Donc voilà, parfait. En top principal, je voulais mettre Colapinto, mais Yo l'a dit, mais j'en ai un autre. C'est passé un peu inaperçu, mais j'ai envie de faire un petit focus sur l'arrivée des positions 9, 10, 11, à savoir Albon, Magnussen, Alonso. Ça s'est joué à 1 seconde, les trois, dont un dixième entre Magnussen et Alonso. Et franchement, chapeau, et à chaque fois, Canal ou F1 TV ne montre jamais les arrivées des midfield. Et quand tu vois que ça fait plus 67 secondes Albon, enfin 67,4, plus 68,3 Magnussen, plus 68,4 Alonso, tu te dis, la photo finish, elle est où les potes? Elle est où? Elle n'est pas là. Et donc franchement, Albon, il fait toujours le taf, ça, il n'y a pas de doute. Mais Magnussen aussi qui tient, ça a fait plaisir. Et avec la bataille, je pense, avec Alonso, ils se sont régalés. Et franchement, voilà, terminer à moins d'une seconde entre trois pilotes, ça fait toujours plaisir. On le voit de moins en moins. Et donc, c'était le petit message inaperçu euh, ici. Et mon dernier top, moi, je n'étais pas d'accord avec toi et je me suis embrouillé sur Facebook avec deux, trois personnes sur l'accident de Aston Martin. Je vais mettre en top et en flop parce que ça a eu un aspect négatif quand même. En top, effectivement, il y a eu un problème de frein arrière. Et donc, d'où la dérive. Tout le monde se dit, ouais, il va faire du drift, c'est raté. Ouais, c'est Stroll au volant. C'était très, très drôle. Mais le mec, quand même, a eu un réflexe exceptionnel parce que
c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je me suis embrouillé sur Facebook avec des gens qui disent ouais, machin bidule. Et je lui ai dit, bah écoute, c'est quand même un super réflexe de la mettre de travers pour limiter la casse. Ouais. Et tout le monde me dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, mais machin, faut la prendre de pleine face. Alors franchement, Jamais. non. Mais donc c'est pour ça que j'avais fait une réponse en mode, bah, renseigne-toi sur le domaine de la compétition. Et il y a eu énormément de likes sur le post. Trop content, je me suis dit, ah, il y a les vrais fans et les vrais connaisseurs. Enfin, Mais sur Facebook franchement, en plus. Hein. respect. Ouais, sur Facebook, ça part très vite. Et franchement, respect aux pilotes parce que c'est pas facile, d'autant plus que tu arrives au bout d'une ligne droite et tu arrives vraiment fort. Et quand tu vois les dommages sur la Aston, ça fait mal. Donc, respect, donc top. Flop, mine de rien, ça a fait mal à Papa Stroll parce que l'action, elle a perdu 10 euros. Juste après, ça passe de 150 à 140. Donc, ça se ressent tout de suite. Mauvaise pub pour Aston, là où en fait, normalement, ça fait une excellente pub. Là, bon voilà, le petit top flop comme ça. D'autant plus que là, dans 4 minutes, il y a l'annonce de la nouvelle Aston Martin Vanquish où ils ont fait un max de pub là-dessus. Donc ça tombe vraiment mal pour eux. Voilà, la partie top et moyen flop. Et je vais en rajouter un deuxième flop parce que quand même j'ai envie de le mentionner, c'est très rare. Mais je vais mettre Red Bull pour une seule raison. L'arrêt au stand de Verstappen qui a duré quand même 5 secondes 5, c'est du jamais vu. 6 secondes 2. On n'a pas entendu Ouais, la seconde radio. 2, ouais. 6 secondes Ouais, 2. on Hein. n'a pas entendu la radio de Verstappen, mais à mon avis, on a juste entendu une radio de Verstappen qui disait Hello, est-ce que vous êtes encore en vie? En mode, est-ce que vous êtes. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore éveillés? Parce que c'est hyper silencieux. C'était très drôle à entendre. Mais alors, la suite de la au stand, je me dis que là, le Verstappen le soir au débrief, ça a dû vraiment pas être très avec fun, surtout avec le personnage qu'est Verstappen. Avec surtout maintenant, il commence à voir le titre. Ouais. Peut-être à avoir un peu de la pression sur les derniers Grands Prix, un peu en mode la revanche de Hamilton, sauf que ce ne sera pas lui sur le dernier Grand Prix. Donc voilà, c'était pour Mais moi je le pense petit que la flop. radio c'était bip, 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 c'est sa compagnie, parce que clairement, ils auraient jamais squeezé la radio vers Verstappen à ce moment-là. Je pense, ouais, je pense. Et ça me faisait bizarre aussi de voir que, bah, effectivement, on a toujours connu la Red Bull, vitesse de pointe exceptionnelle là-dessus. Et vraiment, pour une fois, la Ferrari tenir tête et même plus rapide, c'est que vraiment, il y a un manque de déploiement, des développements, pardon, sur la monoplace. J'ai vraiment envie de voir les prochains Grands Prix, notamment Bakou, où c'est un mix des deux, et de voir un petit peu comment ça va se passer, et l'écart. Parce que quand on arrive en qualif et on voit Verstappen 6e, je crois qu'on a tous été choqués en mode attends, il s'est passé quoi? Il s'est foiré quelque part. Et il dit à la radio oui, les pneus sont terminés. Mais vraiment, je pense pas que ce soit les pneus, parce qu'après, c'est le rythme en course, surtout à Monza, qui compte. C'est la performance, puisque là, tu es quasi tout le temps au pied le plancher. Donc, petit flop pour Red Bull. C'est pas souvent qu'ils se foirent sur les arrêts au stand. Et là, franchement, 5 secondes 5, pas compris, quoi. Et moi j'ai une question pour toi, tu penses pas que c'est justement, ou même pour Nico, vous pensez pas que c'est justement l'argent de la cantine de l'année dernière, où ils se sont fait suspendre, qui commence à peser dans la balance? Ou alors c'est Si. Fred Vasseur qui a envoyé un petit stagiaire chez Red Bull. Ouais. Parce que moi je me dis Ce que vu bordel. le budget, vu que tu as une restriction budgétaire, tu peux développer, il y a forcément un moment dans la saison où tu payes ça. Ouais, t'as ça, et puis t'as la fameuse pièce. Hein. Enfin, ils se sont fait Ouais. 10 litres une pièce qui était hyper importante dans leur structuration. Et en fait, je crois que la pièce, alors je voudrais pas dire de conneries, mais elle est au niveau de la jonction entre l'arbre pour tourner et le moteur, ce qui permettait en fait à être hyper rapide en ligne droite, mais surtout à être hyper rapide dans tout ce qui est virage lent. Donc en fait, tu avais le mix parfait dans tous les virages. Et c'est pour ça que depuis qu'ils l'ont pu, bah, des circuits comme Monza ou comme je ne sais plus, notamment les Pays-Bas où tu as des bankings, etc. Bah, en gros, c'est hyper dur d'aller hyper vite dans tous ces virages-là. Donc après, à Bakou, ça risque de leur poser problème parce que c'est ce que disait. Je crois que c'est soit Verstappen, soit Perez disait en débrief. En gros, ils ont la sensation dans des virages hyper lents de ne plus pouvoir tourner complètement la voiture. Mm. Genre, la truc, elle y va pas, quoi. Donc ça risque de leur poser problème. Puis après, il faut aussi dire que tu as eu pas mal d'ingénieurs aussi qui ont annoncé qu'ils partaient dans d'autres écuries. Il y a eu des départs pour Aston Martin, Mercedes. Il y a eu un ou deux chez Ferrari. Il y en a eu un chez Williams. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Bon, là, tu me diras, la cantine va se réduire au moins. Donc ça évitera d'en payer pour. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire pas mal, quoi. Après, je sais pas ce que t'en penses, Alex. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais
J'ai envie de dire, ça fait plaisir, mais ça fait du mal aussi, Hmm. dans un sens où une équipe peut être détruite en une demi-saison par des rebondissements du jour au lendemain. C'est exceptionnel, quoi. Et en plus, qui plus est, la numéro un qui a le plus d'argent en plus à investir en F1, qui du jour au lendemain se fait détruire, quoi. Ah, puis en plus, ce qui est marrant, c'est que par là, tu disais après l'arrêt au stand raté Verstappen, mais on l'a quand même vu taper plusieurs fois sur son volant et vraiment de rage, quoi. Tu vois qu'il a vraiment tapé sur le volant de rage parce qu'il était furieux. Et ça, je trouve que contrairement aux premiers épisodes de la saison où on disait que Verstappen avait un peu du sang-froid quand il était un peu menacé, bah là, en fait, vu qu'il a pu cette confiance en la monoplace et que lui aussi perd un peu confiance parce qu'il voit les autres revenir, bah en gros, tu le sens plus nerveux. Et c'est là où il montre un peu son côté obscur, comme quand il était chez Alpha Tori. Non, bah du coup, c'était pas Toro Non, Rosso. c'était Toro C'est Rosso. ça. Ouais, Toro Rosso à l'époque et quand il est passé chez Red Bull après, où du coup, il est hyper nerveux, il va faire des Mm. conneries, il va s'accrocher avec des gens. Donc en vrai, sur le reste de la saison, ça laisse présager le pire, quoi. Mais bonne question au passage. Très bien, messieurs. Bah, du coup, on va juste faire le récap des classements. Donc, comme on vous le disait, Verstappen, 303 points. Là, il voit Norris se rapprocher durement, à 241 points. Du coup, il y a un petit différentiel qui commence à se restreindre. 217 points pour Leclerc. Franchement, c'est GG, hein, parce que ça revient fort. Piastri, quand même 197 points. Sainz, 5e. Et comme on le disait, bah, du coup, Perez qui est très très loin, parce que du coup, il est derrière Hamilton qui est 6e. Et pour clôturer le top 10, les deux Aston qui manquent un peu cruellement de points ces derniers temps. Au niveau du classement des équipes, c'est là où tout est rebalancé. C'est que Red Bull n'a plus la grosse avance qu'ils avaient avant. Et McLaren revient très fort. Plus que 8 points. Ça, c'est fort. Plus que 8 points entre Red Bull et McLaren. Même Ferrari est bien revenu quand même à moins de 40 points. Donc ça, c'est quand même très très fort. Mercedes, Aston Martin, Red Bull Racing, Visa Cash. As, 7e, c'est quand même honorable. Alpine, qui manque un peu de points. Ils ont marqué 13 points, ils étaient chauds à un moment. Mais qui voit Williams se rapprocher quand même. Mm. 6 points pour Williams. Et nos amis de Sauber qui sont toujours à un beau 0 pointé. Et on pense que ça va durer pendant le reste de la saison. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois bien un 0 pointé pour Sauber à la fin de tout ça. Très bien, messieurs. Donc, du coup, on a fini pour ce sujet. On va faire un sujet focus qui sera quand même assez rapide sur l'importance du marché des transferts. Donc, sujet focus sur l'importance du marché des transferts. C'est toi, Alex, qui l'a proposé. Donc, je te laisserai l'introduire. En fait, il s'est passé plein de trucs pendant la pause estivale, notamment les changements de pilote. Et il y a eu, du coup, on l'a dit, Antonelli qui signe chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton qui part chez Ferrari. Il y a eu Gasly qui, du coup, se fait abandonner par Esteban Ocon. Esteban Ocon qui va chez As, As. qui sera accompagné de Biermann. Donc, c'est-à-dire que Magnussen et Hülkenberg sont out parce que Hülkenberg va chez Sauber. Le Sauber qui n'a pas de deuxième pilote pour l'instant. Williams, c'est Sainz qui, du coup, qui part de chez Ferrari parce qu'il est remplacé par Lewis Hamilton. Bah, du coup, Sainz, il va chez Williams. Donc, il y a plein de trucs pendant le marché des transferts. Alex, je te laisse introduire le focus que tu voulais faire et peut-être les questions que tu voulais nous soumettre. Ouais. Bah, voilà, je voulais un peu mettre le sujet sur la table du marché des transferts parce qu'on est un peu plus que la mi-saison puisqu'il y a eu la trêve estivale. Et c'est toujours intéressant ce moment. On n'a pas eu l'occasion puisqu'il y avait une petite coupure avec les seniors pendant ces vacances, mais c'est toujours l'occasion de... Justement, c'est une période assez intense parce qu'on a un peu le marché qui commence à se mettre en exaltation. On a des annonces qui se font, on a des changements de pilotes et des
des situations des fois improbables et des retournements de situation. Donc, c'est un peu la période où on ne sait pas qui va chez qui. Et surtout, un petit peu, on a les changements dans le côté équipe et écurie avec les dernières petites modifications de l'été pour le retour sur les derniers Grands Prix. Et donc, du coup, le marché des transferts. Comme tu le disais si bien au début de l'épisode, notamment en F2, quand on gagne, on n'est pas forcément à 100% sûr d'aller en F1. Et c'est pas forcément déjà même le premier choix de prendre des anciens pilotes de F2 qui ont gagné pour aller dans les écuries. Je prends l'exemple avec l'annonce il n'y a pas si longtemps que ça, du coéquipier de Pierre Gasly qui sera Jack Doohan, où en fait tu te dis ok, mais tout est possible. Chez Stake, on n'a toujours pas de numéro 2 avec Nico Hülkenberg. Il y a eu Théo Pourchère aussi qui était dans les paddocks là ce week-end. Mais est-ce que ce sera pour autant qu'il va signer? Il y a du Mick Schumacher, il y a pas mal de choses. Pareil chez Visa, Cash, CB sans contact, machin bidule. On ne sait pas qui sera le coéquipier de Yuki Tsunoda, même s'il y a quelques petits soupçons. Et en fait, je voulais petite poser une question pour les seniors. On va inverser les rôles maintenant, Nico. Du coup, vous, est-ce que moi, c'est un de mes moments préférés, justement, parce que je me dis que ça relance un peu le suspense pendant l'été, malgré la petite pause où il y a des news qui se passent, comme voilà, Ricardo qui avait décidé de quitter Renault, partir ailleurs, etc. Est-ce que c'est un de vos moments préférés dans l'année, le marché des transferts? Et du coup aussi, quels sont en même temps vos petits pronos pour les places manquantes, donc à savoir chez Stake, chez Visa Cashless, puisque c'est les deux dernières écuries qui sont là, et parce que j'ai envie de dire, on n'est pas forcément à l'abri de petites surprises par-ci par-là, comme on a eu le cas avec Logan Sargent qui du jour au lendemain, ciao, bonsoir, et est remplacé. Ouais, c'est bon. Je laisse Yo-Yo commencer. Ah ouais, moi, comme tu dis, déjà, c'est un des moments préférés de la saison. En tout cas, dans la saison, il y a 3 moments qui sont mes moments préférés. Il y a la première, c'est quand les essais de pré-saison, où tu commences à découvrir les voitures, tu vois des choses qui n'auront peut-être jamais lieu. En tout cas, technologiquement parlant, c'est incroyable à regarder l'essai de pré-saison. Le lancement de la saison, parce que là, tu commences à voir l'équipe de ce qui va se passer un petit peu, voir les équipes commencer à se détacher. Et puis après, il y a comment ça s'appelle, la grille qu'on aura sur la prochaine saison d'après, quoi. Les transferts, marché des transferts, où tu dis, oh lui, qu'est-ce que ça a donné sur cette voiture-là, etc. Il était habitué à avoir cette voiture, être midfield avec une top voiture, qu'est-ce que ça a donné? Parce que, mine de rien, on pense au marché de transfert, mais en fait, les voitures sont tellement déséquilibrées les unes par rapport aux autres que si tu upgrades, tu seras pas forcément l'un des meilleurs parce que la voiture est peut-être trop puissante pour toi ou tu n'es pas habitué à son comportement. Et si tu downgrades, c'est catastrophique, quoi. Tu passes d'un des meilleurs du plateau à te battre pour la 15e, 16e place, tout au mieux. Et ça peut te donner un coup au moral aussi au pilote. Mentalement, ça peut être très très compliqué. Par exemple, un Bottas, passer de Mercedes, où tu joues pas le titre, mais en tout cas, tu es toujours le meilleur des autres, à montrer, à juste être en roue libre, faire son petit calendrier, c'est la seule chose qui met en top 1. C'est compliqué quand même. Et qui plus est, Bottas n'a toujours pas de siège pour l'année prochaine Et et oui. peut-être la surprise pour 2026. D'où le marché des transferts, mes amis, Exactement. aussi, de ma question. Ça va aller où? Euh, ouais, Steak, je pense que Steak est un petit pour cher. C'est l'idéal pour Hein. lui. Oh. Il était déjà dans le giron Alpha Hmm. sur Ouais, sa dernière saison. Donc c'est clairement celui qui a le plus de chances d'y aller. Je vois mal un Schumacher revenir et aller chez eux, par exemple. Il a un beau programme avec Alpine. Euh, Dire je retourne en F1 pour jouer les fonds de peloton sans avoir aucune garantie sur les saisons d'après, trop compliqué pour lui. Quand tu vises Ferrari, en tout cas Schumacher, je pense que lui c'était Ferrari ou rien d'autre à l'époque. Il a déjà bien galéré avec As. Faire la même chose avec Steak, c'est trop compliqué pour lui. ouais, ça. Et après, chez Vizakash, pour moi, c'est quelqu'un de chez Red Bull, mais qui? Il y a trop de petits prodiges chez Red Bull pour savoir qui ce sera.
J'aimerais bien que ce soit un. J'aimerais bien un Adjar, clairement. Il est encore jeune. Il montre que à F2, F3, F2, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Les saisons qu'il a fait, elles sont incroyables. Mais le problème, c'est que tonton Helmut, on sait jamais sur quel pied danser avec lui. Un jour, il t'aime, le jour, il te déteste. C'est compliqué. Et puis, comme on Ouais. peut le voir aussi, c'est que le problème, c'est que même si tu vas chez Red Bull, avec Perez et Verstappen, t'es pas garanti d'être dans les deux pilotes dans 1 ou 2 ans. Ok, ouais. Mais tu vois pas Perez sortir. Non, vu qu'ils l'ont confirmé, en tout cas, moi, je pense que le meilleur moment pour le sortir, c'était là. Ouais. Il est mauvais sur les résultats. Un Perez qui reprend du poil de la bête la saison prochaine et qui est deuxième ou troisième, tu peux plus le sortir après. Ouais, parce que tout à l'heure, on parlait des coûts, mais il faut pas oublier que Perez est celui qui, pour l'instant, a coûté le plus cher en dégradation. Mm. Il a fait fort parce qu'il est devant Sargent, mais du coup, il a Et coûté. C'est niveau celui argent, il qui. ramène beaucoup trop. Ouais, mais bon, t'es quand même. Ouais, ils étaient bloqués. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. En plus, il y a niveau argent, il ramène beaucoup parce que bah, financièrement, lui, au niveau familial, ça lui ramène beaucoup d'argent. Au Mexique, c'est une superstar au niveau Sud-Amérique. Euh, Ils ont de moins en moins de Sud-Américains qui ont la côte, donc Hmm. niveau merch, ça rapporte aussi. Bah après, t'as potentiellement un Yuki Tsunoda qui t'ouvre bien le marché du Japon, quoi. Ouais, mais pour moi, Tsunoda, tu vois, c'est l'éternel second. Alors, certes, Perez sera l'éternel second, mais c'est la même Mm. chose pour Tsunoda. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être qu'en 2026, ça rebat les cartes et Verstappen part aussi, hein. Ouais, peut-être. Je pense que le plus intéressant, ça sera de voir l'année prochaine, quand il y a des gros changements. Enfin, après, c'est mon avis, mais quand il y a des gros changements comme ça avec plein de rookies, l'année qui va suivre encore après va être monstrueuse en termes de transfert, quoi. Entre les anciens qui veulent revenir, les vieux qui veulent continuer, ceux qui ramènent un peu un sponsor, les nouvelles écuries qui vont se créer parce qu'il va y avoir Audi en Ouais. 2026. Donc en fait, est-ce que là c'est le projet Audi qui est né grâce à Sauber? Mais en fait, la question que je me pose, qui est sous-jacente, c'est que comme par hasard, il y a Mattia Binotto qui arrive chez Sauber. Et comme par hasard, Sainz, il avait le choix entre Sauber et Williams et il a dit je vais chez Williams. Pour Ouais. moi, ça sent quand même le vinaigre dans le projet Audi, hein. Je Ouais, voudrais pas c'est dire, clair, ça c'est mais, sûr. mais je confierais pas mon avenir en F1 à Mattia Binotto. Et alors qu'il avait Sainz qui arrivait dans l'écurie, il a dit oh non, je vais chez Williams. Après, Alors du n'oublions coup, pas qu'il y en a un dont on parle très rarement, en tout cas qu'on entend de plus en plus parler, nous on parle moins de très rarement, c'est Vettel. oui, c'est vrai. Vettel qui va peut-être se lancer dans le vélo, hein, aussi, hein, après son. Et C'est à Vettel incroyable. chez Audi, Vettel connaît bien Mattia Binotto, c'est un Allemand, chez Audi. Je pense que le petit Sainz, alors soit ça sent mauvais comme tu dis chez Audi, soit il veut pas être l'éternel deuxième chez Audi, tu vois. Quitter Ferrari en se disant, je suis derrière Leclerc en tant que notoriété, pour aller chez Audi et derrière Vettel, ça le fait pas non plus. Ouais, Donc à ouais. voir. Mm. Non, mais oui, oui, c'est intéressant. Bon, après, la problématique pour moi, c'est. T'as des nœuds qui bougeront jamais, tu vois. T'as Stroll, ça bouge pas. Tu le sais. Enfin, c'est des nœuds qui bougeront jamais, mais à cause de politique, tu vois. C'est pas à cause de performance Ouais. ou même de sponsor. C'est parce que le père, c'est celui qui dirige l'écurie, donc Stroll, il bouge pas. Norris, il est en extra contract. Gasly, bah, du coup, c'est la tête d'affiche de Alpine maintenant. Alors, quid de Alpine Alpine va être emmerdé par pas mal de trucs parce que tu as bah, le moteur, ils veulent changer de motoriste, donc du coup, il y a des grèves dans l'usine actuellement. Enfin, Mm. c'est un peu le bordel. Alors, moi, ce qui me rassure, c'est que de mon côté, Williams, c'est le seul projet un peu stable des derniers, tu vois. J'ai l'impression. C'est vrai. C'est le seul projet où, en gros, tu as James Wolf, il est arrivé, il a dit le cap, c'est ça. Tout ce qui nous gêne dans le cap, on détruit. Je veux dire, Sergeant, ils lui ont dit t'as Ça ça, dégage. ça dégage. Et du coup, là, ils ont dit à Colapinto tu ramènes les voitures à chaque fois,
tu nous coûtes le moins d'argent possible. Et en sachant qu'en plus, le mec n'aura pas de baquet la saison d'après, c'est quand même fort de dire ça, tu vois. Alors que, tu vois, un As, ça veut dire que là, toute l'équipe va repartir à zéro. Il n'y a même pas 50% avec un pilote qui reste. C'est tout repart à zéro, tu vois. Enfin, je trouve ça assez dur, hein, franchement. Mais après, As, je pense que c'est la mentalité américaine. Hein. Ça a toujours Ouais. été, tu vois, c'est pareil, ils ont Magnussen et, comment ça s'appelle? Et Kimber. notre cher De quoi actuellement avec Grosjean. Grosjean. Ah, Ouais, les deux toujours menacés, donc je pense Oui. que la mentalité américaine, ça fonctionne très bien, ça fonctionne pas les gars, au revoir, on n'en parle plus. Avec Ouais. Schumacher aussi. Bah. Bon, Moi, il après, y en a un, je me pose toujours la question, c'est le père Alonso, où il sera Ouais. en 2026? Mais il a. Attends, son contrat, c'est 2025 ou 2026, là, actuellement? Je sais plus, hein, je crois. Ouais. Ouais, je crois que lui, il avait dit. 2026, hein. Je crois qu'il avait dit qu'il voulait continuer au moins jusqu'en 2026 pour voir, quoi. Bah après, pareil pour Lewis, hein. Il y a un bout d'un moment, il va falloir arrêter, hein. Lewis, de toute façon, en rouge, quand il va gagner son titre la semaine prochaine, il va dire je vais marquer, je vais gagner un second titre avec Ferrari. Enfin, ça serait... Franchement, ça serait beau quand même. Qui gagne avec C'est Ferrari. vrai. Bah après, c'est vraiment la légende hein, aussi. Ça, faut pas l'oublier. Non. De quoi, non? On l'oublie pas Je sais ou pas, c'est faut pas, dire. c'est pas la légende? Parce que C'est du pas coup, légende. non mais attends, stat sur Lewis. Je te sauce un peu avec Lewis quand même. 104 victoires. Enfin, il y a eu, du coup, il y a eu plus de 300 courses. Ouais, c'était sa 300e course la dernière fois. Il y a eu 104 victoires. Et il y a eu que 31 DNF et 2 disqualifiés. Ah, mais parce qu'il a de la chance. J'avoue, c'est vrai. il a toujours fait Faut les le bons dire. moves avec la bonne voiture, Ouais. c'est incroyable. Ouais, mais. Je tiens à le dire, hein, il a quand même une chance, le Lewis. Hein. Et Verstappen, il a 29, il a 29 DNF en 200 Grands Prix. Et après, George Verstappen, il a commencé chez Pas Toro Rosso énorme. aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon. C'est pas facile non plus. Hein. C'est pas énorme. Ouais, quand on me pose les stats comme ça, c'est à chaque fois, Mm. c'est du truc de fou. Hein. Par exemple, Lewis, il a eu que 9 fois en dehors du top 10. Et Verstappen, 8 fois. C'est... Mais après, Oh. je dis ça parce que Verstappen a quand même déclaré avant Monza qu'il fera pas 200 Grands Prix de plus, tu vois. Donc bon, Normal, je pense que le Pépère, là, il est en retraite hein, bientôt. bah attends, il a que 25 ans. Hein. Et alors? En retraite, hein, monsieur. Bon, bah, si tu le dis, peut-être que ça va arriver. Moi, je Mais rêve de le voir dans une Red Bull comme dans le Gran Turismo au 24 heures du Mans. ah, bah après, il va se tourner vers le streaming, donc. Ouais, maintenant que de toute façon il peut plus jouer le soir avant les Grands Prix, je pense qu'il prendra sa revanche. Ah, Il c'est vrai que pourra. Mais tu sais que ça peut être en plus, bah, tu fais bien de le remettre sur le tapis parce que ça se trouve, c'est une décision qui leur a porté préjudice. Aussi parce que quand tu as un truc qui t'anime et tout ça, certes, du coup, ça peut jouer sur tes performances, mais c'est surtout que lui, ça lui enlève un plaisir qu'il avait pendant les. Peut-être de se déstresser pendant les Grands Prix, quoi. Ouais, et puis ça gâche son business aussi. Là, clairement, Team Redline, c'est aussi grâce à lui que Oui. c'est lui qui est fondateur aussi à la base, il y a 10 ans. Donc, Ouais, c'est vrai. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet, mais en tout cas, l'importance du marché des transferts, toujours un point important dans une saison de Formule 1. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que du coup, il reste 2 places à aller chercher. Donc, Alex, c'est le moment de postuler pour aller soit chez Sauber, soit chez Red Bull, Red Bull Racing Visa. Mais en tout cas, bah, c'est des bonnes places à aller chercher. Mais j'avoue que
Tu l'as souligné tout à l'heure, Jack Doohan est apparu comme ça. On s'y attendait pas vraiment, hein. On vous le dit en toute transparence pendant la pause estivale que Doohan apparaisse comme ça chez Alpine. Franchement, c'est un move un peu bizarre. Mais bon. Et sinon, le reste, bah, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. On sait que Oli Berman, bah, il était assuré parce que les grosses perfs qu'il a fait avec Ferrari en remplaçant Sainz pendant l'appendicite, c'était quand même une belle perf. Donc Tout bon, à fait. on force à lui, mais on sait qu'il va faire de grandes choses. Très bien, messieurs. Alors, on va passer à la suite. Et donc, le prochain Grand Prix, direction Bakou. Bakou en Azerbaïdjan. Pour le fameux Grand Prix de Bakou, qui est toujours assez dynamique. Il se passe toujours un peu de choses à Bakou. C'était quoi? Verstappen qui éclate son pneu. L'accident entre Lewis quand il y a un restart et qu'il se plante totalement. Leclerc qui Leclerc. fonce dans le mur. L'amour de Leclerc pour le mur de Bakou. Ah, il adore le mur du château. Et donc oui, il y a un tracé, comme tu le dis, atypique qui passe dans la cour d'un château, etc. Enfin, c'est incroyable. Pour déjà anticiper sur les horaires, là, c'est plus 15 heures. C'est-à-dire que c'est finito le petit café sieste à 15 heures. Maintenant, c'est 13 heures. Et d'ailleurs, c'est fini les Grands Prix en Europe. Maintenant, la suite va se passer surtout il va y avoir un petit coup d'Asie, ça va revenir aux États-Unis, après Moyen-Orient. Mais du coup, ça sera Grand Prix à 13 heures. Du coup, on est toujours sur le format essai, qualification, course. Il n'y a pas de sprint race ce week-end-là. Mais ça sera des qualifs à 14-15 heures et les essais plutôt dans le week-end. Donc, et pour la date, je ne sais plus si je l'avais dit, mais c'est du 13 septembre au 15 septembre. Sur ce, c'est le moment de faire vos pronos. En sachant tout ça, en sachant tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, vos pronos pour la pole. Yo-yo. C'est compliqué, hein, franchement. Ah et là, c'est... On n'est plus Allez, Piastri. avant. Ah oui. Ça prend des risques. Ah, carrément, quoi. Bon, Alex. Tu vas pas... Bah, Leclerc. Ah oui. Ah, il l'a annoncé, hein. Il a dit j'adore ce circuit. Bah, si, c'est craché plusieurs fois, mais. Non mais... Eh, je vous avais annoncé Leclerc hein, pour la Ouais, victoire ouais, et ouais. c'était lui. Hein. Moi, je vous mets Nicolas Hamilton. Pinto, c'est bon. Ah, c'est- Hamilton, deuxième course, Rigoler, mais Oh, la Hamilton. vitesse de pointe de la Williams à Monza, elle était pas mal hein, en essai. Hein. D'ailleurs, petit fun fact, mais en Ah oui. essai, Je ceux qui avaient la moins bonne vitesse de pointe en essai libre, c'était Red Bull. Et Il est oui. si libre. Ouais. Mais ils cachent leur jeu hein, comme d'hab. Ouais, mais bon, c'est quand Mais même là, le jeu à il est Monza. moins caché. Hein. L'année dernière, c'était Perez. Hein. Perez Verstappen, hein, faut pas oublier. Hein. il était en Ouais. terrible. Yo-Yo P1. P1. Oh, en plus, il va faire chaud, Bakou. Allez, Sainz, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Ouh lolo. Alex, parce que je regarde. Leclerc. Ouais, regarde. Il était troisième l'année dernière. Je crois que si on retrace tous les épisodes dessinant de la F1, à chaque fois que Leclerc fait une victoire, après tu nous mets Leclerc tout le temps. Il n'y en avait pas eu beaucoup, mais. Bah, ouais, c'est comme une saison où on a tenté tout le temps Alonso. Bah, voilà. Bah, du coup, je Ah, c'est vrai mets. qu'il y avait sprint. Il y a sprint De quoi? Non, il n'y a pas sprint. Hein. Il y avait sprint l'année dernière. Ah, l'année dernière, oui. Oui, semaine dernière, ouais. Et il n'y a pas cette année. Non. Non. Yo-Yo Mais P2. c'était Leclerc en qualif l'année dernière en premier. Hein. Pour ça. Ouais. Mais bon, un week-end de sprint, c'est pas un week-end, un week-end normal. Hein. Ah non, t'as un essai en moins et tout. C'est sûr. Alex P2, tu peux pas remettre Leclerc. Je mettrais Piastri. Piastri. Hmm. Ok. Bon, moi, je vais mettre Norris. Yo-Yo P3. Leclerc.
Ouais, je vais mettre Sainz. Un podium. C'est vrai. Ça t'arrache un peu le cœur de le mettre, j'ai l'impression. Non, j'hésitais avec Norris, mais je me dis que Ok. ça peut se jouer. DNF. D9. Allez, sur un joueur Verstappen. Je sais pas pourquoi. Je voulais le mettre aussi, mais. Tu me Alex? comprends. Je vais mettre Russell. Ah ouais. Ouais. Je sens un petit accrochage. Ou j'ai une piècerie, ça lui apprendra. Pour l'instant, il en a pas eu, mais. En gros, c'est. Ah ouais, régularité. Hein. Ouais, mais. Faut. La roue tourne, elle va tourner, comme dirait un grand philosophe, tu vois. L'apricorde. Norris en African. Ok. Ah ouais, le l'après-corps. Je mettrai un Hamilton. Moi, je vais mettre un Sainz pour aller choper des points. Genre, t'es cinquième, sacrifie-toi, un arrêt, t'as 20 secondes d'avance. Let's go. Très bien, messieurs. Et bah, du coup, rendez-vous le 16, le 15 septembre pour débriefer tout ça et voir qui avait raison. Pour finir cet épisode, il n'y a pas que la F1 dans la vie, mais il y a aussi plein de choses, et notamment ce qui s'est passé en MotoGP. Du coup, on vous le disait, Marc Marquez met fin à 1043 jours sans victoire. Et donc, il a gagné le Grand Prix d'Aragon. Au bout d'un Grand Prix quand même assez fou. Donc, du coup, il y a eu un accident entre son frère, Alex Marquez, et Francesco Bagnaia, où du coup, ils se sont vraiment accrochés. Et si vous ne l'avez pas vu, on vous encourage à aller regarder cet accident ultra spectaculaire, où du coup, toi, Yo-Yo, tu penses que c'est la faute de Alex Marquez qui, qui Alors, envoie. moi, je pense que c'est les deux. Après, clairement, Marquez, en tout cas, c'est pas forcément de sa faute, mais il aurait été intelligent, il freine, il ralentit juste un peu, et vu que Bagnaia, de toute façon, s'appuie sur lui, Bagnaia, il chute. Il faut juste qu'il ait cette petite lucidité-là. Après, c'est Et puis vrai. en soi, en MotoGP, surtout, perdre une place, contrairement à la F1, ça va être bénéfique, tu vois. Tu peux toujours suivre le pilote qui est devant toi, prendre sa roue, comme on dit, et le surprendre. Marquez le fait très bien, il peut rester derrière toi jusqu'au dernier virage et te surprendre. Donc, Alors, en l'occurrence, faut être un petit peu lucide. là, en l'occurrence, Marc Marquez, il a bien dominé parce qu'il a vraiment dominé quasiment tout le week-end. Mais il a dominé Et tout le week-end, je crois. Il a fait pole, impeccable. vainqueur en sprint et vainqueur en course. Mais en tout cas, même les images de célébration, si vous les avez pas vues, allez les voir parce qu'elles sont incroyables. Où il prend une petite mobilette pour aller voir la tribune avec tous ses supporters à lui. Et du coup, il fait une fiesta de fou. Enfin, la MotoGP, pour ça, c'est incroyable. Et là aussi, plein de rebondissements aussi dans le classement. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe au classement des pilotes? Attends, à chaque fois, c'est un peu galère dans leur site. Jorge Martin qui est toujours premier avec 299 points. Francesco Bagnaia 276 points. Et Marc Marquez qui, grâce à sa victoire, revient à 229 points. Donc c'est assez tendu, en sachant qu'en plus, Marc Marquez, il tape un grand coup du poing sur la table parce que l'année prochaine, il sera le coéquipier de Francesco Bagnaia dans la team Ducati officielle. Donc là, ça va se batailler, mais sévère. Et ça ne sera pas, je pense, la même limonade pour Bagnaia l'année prochaine. Hein. Parce que ça va frapper fort. Et toujours notre Pedro Acosta, le rookie un peu de cette année, qui montre qu'il a les grandes capacités pour l'avenir. Et le prochain Grand Prix MotoGP, Je crois que c'est la semaine prochaine, je crois. c'est le 20, apparemment. Du 20 au 22 septembre. Et c'est Ouais. Émilie-Romagne, Grand Prix de Saint-Marin. Oui. Non, Nico, c'est la semaine prochaine, non? 6-8. 6-8. Ah oui, exactement. C'est ce week-end du coup. Putain, à chaque fois je me Ouais, trompe. ouais, ce week-end, ouais. Ouais, c'est ça.
Saint-Marin. 6-8. Bien vu. Et donc, Grand Prix à 15h. Gear Up. Non, c'est pas ça. Pardon, c'est celui-là. Race MotoGP 14h. 14h le 8 septembre. Donc, rendez-vous pris. Sans transition, on bascule sur l'IndyCar. Parce que l'IndyCar, c'est bientôt la fin de la saison. Où du coup, ça sera le 15 septembre, dernier Grand Prix d'IndyCar de la saison, avec la victoire de... C'était ce week-end, c'est ça, Yo-Yo de Scott McLaughlin. Et au classement, c'est toujours Alex Palou qui domine, et Will Power, suivi de McLaughlin. Donc là aussi, ça se bataille sévère, et on verra à la fin de la saison qui remporte le titre d'IndyCar. Ouais. Toujours En impressionnant. sachant que là, on est sur des circuits ovales pour finir la saison. Oui, des circuits routiers. Donc, bon, d'ailleurs, celui de ce week-end était c'était un peu mou, quoi. Alors moi, en tout cas, vu qu'il y a eu 2 courses ce week-end, samedi, je me suis endormi devant. Il y a eu le crash, je sais pas si vous avez vu un crash avant même le départ. J'ai pas vu. Et juste, dernier tour, ils sont dans la ligne droite pour se mettre en place pour le départ. Et là, tu as 3-4 voitures en tête qui se crashent. Donc, safety car, ils ont arrêté la course. Moi, je me suis endormi pendant ce temps-là. Le fameux formation lap. C'est ça. Bon, après, le Oval, c'est jamais bon pour le grand spectacle, à part les 500 miles. Hein. Ouais, après, ça dépend. En vrai, tu peux trouver un intérêt au Oval quand tu vois il y a pas mal de dépassements ou quand il n'y a pas trop d'interruptions. Mais là, quand c'est interrompu dès le début, en plus, la course a commencé à minuit. Ah ouais. Autant dire que. Ouais, difficile, quoi. C'est un peu long, ouais. Exactement. Autre compétition qu'on suit chez Seigneur de la F1, le WEC pour l'endurance. Et là, c'était du coup les 6 heures de quota. Donc aux États-Unis, sur le Grand Prix qui accueille, sur le circuit qui accueille le Grand Prix de Formule 1. Et je sais plus qui a gagné. Tu sais qui a gagné? La Ferrari. Ah oui, Ferrari. Exact. Notre ancien pilote F1. Exactement, ouais. Avec Kubica, il me semble, qui a gagné. Ouais, c'est ça. Et avec au la Ferrari classement... jaune, Modena. Toujours un peu compliqué les classements ici. Tac. Et ben oui, parce que attends, équipe. Tac. Ah, mais là je suis pas en... Ah, j'étais alors la MGT3. Et qui on voudrait? Tac. Ouais, Constructeur. Je pense qu'il faut que tu lies au-dessus. Toyota. Ça c'était celui-là, Hypercar. Oui, Hypercar, ouais. Constructeur, champion du monde d'endurance, Hypercar. Toyota, 143 points. Porsche, 136. Et Ferrari, 128. Sachant qu'il reste 2 courses, non, les 6 heures de Fuji. Et après, au Qatar. D'ailleurs, si le Fuji, c'est dans 2 semaines, je crois. Oui, il me semble. Je vais retourner tout de suite sur... Je le veto, mais ça va être un régal. C'est vrai que c'est toujours impressionnant les 6 heures de Fuji. Donc ouais, c'est ça. 15 septembre, 6 heures de Fuji. Donc là, un gros programme pour le septembre ce mois de septembre qui arrive. Là. Et pour finir cet épisode, je ne pouvais pas vous laisser sans parler de WRC quand même, qui est le rallye. C'est quand même incroyable. Et si vous n'avez pas vu les images, je vous encourage à aller les regarder. Mais un grand prix, j'allais dire. Des spéciales en Pologne et en Lettonie qui étaient incroyables. Des chemins encore de terre, des méga sauts. Franchement, cette saison de WRC est incroyable. Toujours le rallye aussi de Finlande avec des méga sauts et un peu de neige sur les bords. Et là, ce qui va suivre ce week-end, où il y a aussi les spéciales côté en Grèce, donc à l'Acropolis. Donc ça va être vraiment fou. Et tout ça pour arriver, je pense, à ce qui va être le climax de la saison, avec une arrivée au Japon, dans un forum. Et ça va être un peu comme dans Bercy, comme s'ils arrivaient dans Bercy
en mode drift, etc., avec plein de néons et tout. Enfin, ça va être fou furieux. Mais cette saison, franchement, elle est vraiment pas mal, la saison de WRC, parce que au championnat, si on arrive, donc pour vous rappeler, on peut être ancien pilote et arriver pour faire quelques rallyes. C'est le cas de Ogier qui a quand même loupé 3 rallyes et qui est deuxième du classement. Là où Thierry Neuville a fait tous les rallyes et il est premier avec 168 points. Donc ça fait Thierry Neuville, Sébastien Ogier, Otak et Evans. Donc les gars vont bien se tirer la bourre jusqu'à la fin. Et moi, je mets ma petite pièce sur Ogier. Parce que là, il va être. S'il participe au dernier, ça va être vraiment chaud d'aller chercher. Voilà, messieurs. Est-ce que vous avez des recommandations pour finir cet épisode ou des petits big up ou des choses à envoyer en love peut-être à Charles Leclerc pour Alex. Je vais envoyer un poster, ça va le faire rire. Mais effectivement, ils étaient surpris de voir à chaque fois la tête avec Lewis et Vasseur avec le montage en apôtre. À chaque fois, ça les fait rire. Il faudrait C'est qu'on mieux que retrouve les têtes de celui-là. clown avec Mattia Binotto, quoi. Oui, c'est vrai. Ça se rapproche beaucoup plus de l'art italien. Bon, en tout cas, merci messieurs pour ce nouvel épisode après une large coupure. Et puis pour rappel, on se retrouve après le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui aura lieu prochainement le 13 au 15 septembre. Donc du coup, dans 2 semaines exactement. Et pour rappel, 13h le Grand Prix. Et en attendant, messieurs, je vous dis bonne soirée. Et puis bonne semaine et portez-vous bien. Attends, bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Sénats de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.